Ça n'a pas marché. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire intitulé UX Coût Trafic, comment assurer une gestion efficace du multisite. Hop, on met la caméra bien. Donc, je suis accompagné aujourd'hui par John. Quelques mots pour toi. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir pour ce webinaire, enfin surtout le BG. En quelques mots, je vais me présenter. Donc, John Parzi, directeur de projet, enfin des projets digitaux chez Comexposium. Je suis en charge de une grosse partie des fronts à destination des utilisateurs finaux, donc l'usine à site. On va parler aujourd'hui, mais aussi d'autres choses. On va peut-être aborder quelques sujets comme l'authentification et plein d'autres choses. Voilà, un peu de teasing déjà. Donc, Nicolas Pérez, donc, je suis directeur de projet chez Calliope. Cela fait 10 ans. Genre, il y a quelques semaines, voilà, que je suis à Calliope. Donc, je suis mobilisé sur les projets d'envergure et notamment le Comexposium que j'accompagne depuis quelques années maintenant. Et comme me le rappelle effectivement John, la présentation va durer 45 minutes et on accordera 15 minutes après aux questions que vous pouvez poser au fil de l'eau, au fil de la présentation. Alors, juste un petit mot, il nous semble qu'il y a quand même quelques participants qui sont par téléphone, donc on va essayer du mieux possible de décrire en fait quelques slides, voilà, mais je crois que la présentation sera disponible après en offline s'il y a des choses qui sont pas très claires. Voilà, précision effectivement importante. Donc, lors de ce webinaire, nous allons aborder quatre thématiques. Le premier, c'est le contexte et les enjeux autour du multisite. Nous poursuivrons ensuite sur la gestion du trafic et la web performance. Un enjeu fort côté Comexposium étant dans l'événementiel. Nous poursuivrons sur un chapitre inévitable qui est la réduction des coûts et du time to market. Voilà, John acquiesce. Et nous finirons avec l'utilisation de services pour améliorer l'expérience utilisateur. Voilà. Hop. Donc, la collaboration entre Comexposium et Calliope date maintenant de 6 ans. Voilà, c'est ça. Ça passe vite. Exactement. Et donc, les premières actions qui ont été menées, ça a été d'accompagner justement sur des questions de performance. Tout à fait, Nicolas. Notre usine à site n'a pas été faite à l'origine par Calliope, c'était fait par un autre prestataire et pour être clair, elle ne fonctionnait pas. Elle ne résistait pas du tout à la charge et au pic de trafic qu'on pouvait avoir. Et en fait, on a rencontré Calliope tout simplement avec un audit de notre plateforme et il s'en s'est suivi un gros rapport qui était suivi par notre prestataire et avec la finalité d'une plateforme qui fonctionnait très très bien. Et du coup, notre relation a commencé dans la confiance et ne s'arrête toujours pas. Exactement. Quelques mots sur Comexposium. Comexposium, donc c'est un organisateur d'événements. C'est pas une marque très connue dans le grand public, un petit peu plus sur la partie professionnelle, mais vous connaissez certainement nos événements, le grand public, Foire de Paris ou le Salon de l'Agriculture, qui n'échappe pas à votre vigilance TV, à mon avis, tous les ans, mais des événements aussi beaucoup plus B2B, comme le Salon international de l'alimentation, le SIAL, qui est un énorme salon professionnel de l'alimentation, ou le Forpack pour tout ce qui est packaging. Alors, packaging, c'est sa globalité. C'est des événements très hétérogènes et ça influe aussi sur les décisions qui ont été prises sur l'usine à site. On verra un peu plus tard. Concernant Calliope, donc nous sommes un cabinet de conseil IT spécialisé dans les développements sur mesure et notamment autour de solutions open source. On a été fondé en 2002, ça fait quelques années maintenant, et donc nous sommes aujourd'hui 200 collaborateurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez voir quelques logos et quelques collaborations que nous avons en complément de celles avec Comexposium, évidemment. 2002, hein. Ouais, 2002. Juste pour la petite histoire, Foire de Paris, il y a plus de 100 ans. Ah, ouais. La petite anecdote du jour. Ça. Alors, la plateforme digitale de Comexposium. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est près de 15 millions de visiteurs uniques sur les sites web, quand même un peu moins physiquement, mais ça représente quand même pas mal. Nous gérons directement, nous, en interne, en France, chez Comexposium, 60 sites web multilangues. Multilangues, c'est même des fois jusque 5 langues, quand même, sur la plateforme, avec près de 53 millions de pages vues sur l'ensemble des sites web. C'est très hétérogène comme site web, c'est pas on n'a pas pris un site web qu'on a dupliqué sur tous nos événements. On peut avoir des événements du type
salon d'agriculture, comme je disais, ou vraiment très intimistes comme des rencontres d'affaires où le design est complètement différent et aussi le trafic. Quand on a sur le salon d'agriculture des pics de trafic au journal de 20 heures, c'est très important d'avoir une plateforme solide. Les enjeux maintenant. Eh ben oui, des enjeux business très très importants, c'est que tout de suite à l'origine, il fallait qu'on propose des sites attractifs et innovants pour faire venir les exposants et bien sûr aussi les visiteurs. Donc ça, il fallait qu'on puisse mettre à disposition des briques clés en main et garantir leur haute disponibilité, tout en optimisant les coûts et réduire un time to market très important. C'est-à-dire que on peut avoir des fois des salons qui sont assortis en 2 jours. Ça nous est déjà arrivé de dire tiens, il faut qu'on sorte un événement pour demain pour répondre soit à la concurrence ou autre. C'est assez important. Et bien sûr, il faut pas oublier l'interne. C'est que quand vous faites quelque chose de mutualisé et à destination de l'interne, nous on a à peu près entre 60 et 70 personnes qui travaillent sur les environnements digitaux. C'est important et avec des profils complètement différents. Donc, il faut que la plateforme réponde à tous les besoins et tous les profils. Effectivement, de le rappeler en termes de cible, il y a aussi bien les consommateurs finaux, qui sont les visiteurs des salons, il y a les exposants, qui eux bénéficient de la visibilité qui est offerte par la plateforme web, et les équipes du salon qui aussi travaillent à la construction et à la fabrication des sites. Et donc, c'est l'ensemble de cette cible-là qui doivent être couvertes par la plateforme multisite. Exactement. Alors, au travers de ce webinaire, nous allons répondre à ces enjeux-là. L'idée, c'est effectivement de garantir à l'ensemble des cibles une expérience utilisateur de haut niveau, il y a réellement un critère d'exigence qui a été posé sur le fait que l'ensemble des sites de la plateforme, qui soient un peu plus confidentiels ou très très visibles, aient tous le même niveau de service et bénéficient du coup du même service par Comexposium. Et évidemment, avec toujours en tête la mutualisation des coûts de développement et ainsi réduire également les temps de déploiement. Et c'est ce que nous allons voir sur la. Il y a aussi, effectivement, je veux juste revenir là sur la partie mutualisation des réflexions UX. Ça, c'est quelque chose que nous menons au sein de mon équipe en collaboration avec Calliope, avec différents outils de monitoring et autres. Vu qu'on est une plateforme multisite, mais elle est quand même des publics différents, faut quand même pas perdre de vue que les besoins sont souvent les mêmes, de call to action, de tunnels de conversion, etc. Et quand on monitoring ça de manière très 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 fine sur un site, en général, on le déploie aussi sur les autres sites. On regarde après si c'était bien ou pas, toujours. Mais cette réflexion multisite nous permet de très vite déployer sur l'ensemble de nos événements des améliorations en termes de réflexion du X quand on fait des petites sessions de design avec tu es effectivement en train d'optimiser la suite. Alors, nous allons commencer et être un peu plus focus sur un des enjeux forts que l'on a identifié, qui est la gestion du trafic et du coup la web performance. Tu as peut-être quelques petits exemples. Alors, vous l'avez peut-être remarqué au sein des chiffres, on n'a pas des milliards de pages vues. On n'est pas un site éditorial. Par contre, on a des événements, donc c'est comme si on était en période de solde un petit peu constante. C'est-à-dire qu'on a des gros pics de trafic quand un événement approche, quand même il a lieu, ou encore quand on passe, comme souvent, au journal de 20 heures avec le salon de l'agriculture. Quand on parle du salon de l'agriculture au journal de 20 heures, c'est vite des milliers de connexions à la seconde qui sont encaissées par la plateforme. Avant l'arrivée de Calliope, ça tombait et on m'appelait souvent le soir en me disant ça marche pas. Maintenant, j'en entends plus parler. Et en général, quand j'en entends plus parler, c'est que ça fonctionne plutôt bon signe. Donc ça a été vraiment important cette gestion des hauts pics de trafic dû à notre métier. Et justement, comment on en est arrivé là? Alors, l'avantage tout de même de l'événementiel, c'est que globalement, le calendrier des salons est plutôt prévu à l'avance. On connaît bien nos dates de salon, ça c'est sûr. Donc ça, clairement, c'est un avantage qui permet d'être plus focus en termes d'efforts matériel, technique et humain également sur les périodes qui sont plus critiques, de manière à se mettre en ordre de marche justement pour pouvoir répondre à ce niveau d'exigence.
Mais c'est aussi des choses qui sont évidemment anticipées, notamment avec la gestion des caches. Alors, je vais essayer de pas être technique. On avait dit pas technique. Voilà, pas technique hein, dans cette présentation. Mais l'idée des caches, c'est une sorte de bouclier qui se trouve en amont de l'architecture et qui permet justement d'éviter que l'architecture souffre et recalcule systématiquement toutes les pages. Donc voilà, ça permet d'optimiser les temps de chargement et du coup l'expérience utilisateur dans son ensemble. Il y a plusieurs niveaux de cache au sein de la plateforme. Ça peut avoir aussi en totale transparence, hein, quelques délais de mise à jour, parce que qui dit système de cache dit aussi des fois un petit peu de délai de mise à jour, mais qui sont parfaitement maîtrisés maintenant. Un petit peu moins au début, mais maintenant ça fonctionne très bien. C'est des points de vigilance à avoir. Quand on a du cache en général, rien n'est immédiat, donc il faut aussi l'anticiper. C'est une plateforme technique qui date de plusieurs années, hein, plus de 5 ans. Donc Calliope a hérité et a optimisé le fonctionnement. D'ailleurs, ça fonctionne bien parce que j'entends pas parler de problème. Mais c'est pas une plateforme au bout du jour comme on peut avoir maintenant sur d'autres services avec des fonctionnements scalables sur du cloud ou des choses comme ça. Du coup, on est souvent surdimensionné sur nos machines. C'est pas très grave pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a une vraie volonté d'optimiser ces coûts-là parce que la plupart du temps, en fait, on n'a pas un gros trafic, c'est vraiment que des pics de charge à chaque fois qu'on a des soldes qui démarrent. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'était ce dernier point qui est effectivement important, puisqu'on se retrouve avec des périodes creuses et des fortes périodes très fort trafic. Et la stratégie qui est en train de se dessiner aujourd'hui, il y a une partie des services qui sont déjà dans le cloud, notamment AWS qu'on peut citer. Et donc, c'est que le socle multisite dont on parle aujourd'hui également bénéficie de ces avantages-là à terme et que du coup, le sizing et donc mécaniquement les coûts de l'architecture s'adapte selon les périodes. Ainsi, sur une période creuse, on se retrouvera avec une architecture minimale, tandis que automatiquement, sur les périodes à fort trafic, de nouveaux environnements seront déployés pour pouvoir s'adapter et tenir la charge de manière automatique. Ça va être bien, on va le faire. Ça, c'est la cible. Poursuivant du coup sur l'expérience utilisateur, donc l'expérience utilisateur, elle se retranscrit par les temps de chargement. C'est un des critères, c'est pas le seul critère évidemment, mais c'est un critère qui est tout de même important et sur lequel on est extrêmement vigilant, puisque c'est un des enjeux forts qui avait été exprimé dès le départ. Et donc, pour accompagner et s'assurer que on maîtrise parfaitement cet aspect-là, on s'appuie sur des outils. On a des informations techniques qui viennent de la partie applicative, mais également de la partie serveur, et qui nous permettent d'optimiser en permanence les différents systèmes et faire du tuning justement pour s'adapter, et notamment aux usages. Ce qui est super important, c'est vraiment de matcher avec les usages des visiteurs et que l'orientation technique, et notamment le système de cache, soit le plus cohérent possible avec le comportement des utilisateurs et des attentes des utilisateurs. Ainsi, le système de cache qui est utilisé met en priorité les pages qui sont les plus sollicitées en cache et le conserve plus longtemps mécaniquement. C'est ça. Cette plateforme historique, elle fonctionne très très bien maintenant sur la partie éditoriale, un tout petit peu moins sur la partie requête parce que du coup le système de cache est moins présent et c'est cette partie-là que nous sommes en train de refaire sur d'autres systèmes avec Calliope. La performance au service de l'UX, hein, c'est important, hein, c'est que effectivement il faut que les pages s'affichent vite. Tu disais Nicolas, on dit que c'est pas que le temps d'affichage, hein, c'est tout ce qui va autour, mais ça c'est d'autres débats. Faut pas oublier que la performance aussi peut influencer sur la partie back office. Je sais plus si on va en parler dans les slides suivantes, mais on peut le citer tout de suite. C'est que au début notre plateforme subissait les pics de charge pour la partie back office, c'est-à-dire nos utilisateurs internes qui devaient mettre à jour les sites. Dès qu'il y avait des gros pics de charge, eh ben, ils ne pouvaient plus rien faire parce que tout s'arrêtait. Et le travail de Calliope était très vite de séparer la partie back-office du front-office pour que même si, non, c'est plus le cas, mais même si la plateforme subissait des ralentissements, il n'y avait pas d'impact en interne. Et il faut jamais oublier l'interne quand on fait ce genre de plateforme à haute disponibilité et haut trafic. Il faut surtout pas que le back-office et le travail en interne soient impactés par ces pics de charge. Et ça, maintenant, ça fonctionne très, très bien. Tout est monitoré et tout.
plus de problème. La conclusion effectivement importante, c'est que l'on adresse les différentes cibles qu'on a pu citer au début de cette présentation. Un dernier point juste sur la performance, c'est concernant le référencement. Mécaniquement, aujourd'hui, le scoring porté par Google. Alors, je vais pas rentrer dans je vais pas rentrer dans le détail, mais est tout de même dépendant du temps de chargement des pages. Ainsi, une page qui mettra plus de temps à se charger se verra moins privilégiée par rapport à d'autres, même si elle présente le même contenu. Donc, c'est tout de même un critère qui est important, puisque le SEO reste quand même un levier majeur dans la connaissance des sites. Nouveau chapitre, maintenant, nous allons voir la réduction des coûts et du time to market. Alors, donc nous sommes sur une plateforme multisite. Celle-ci est à destination du coup de 60 sites, on l'a vu, qui sont plutôt hétérogènes à la fois en termes de cible, en termes de métier et en termes d'attente. Comment on a optimisé et réduit les coûts? Simplement déjà la réflexion autour de la fabrication initiale. C'est quelque chose à après entretenir pendant la phase d'existence, mais pendant la phase de fabrication, nous avons travaillé à la factorisation des composants. Ainsi, dès lors qu'un développement est réalisé, celui-ci bénéficie à l'ensemble des sites de la plateforme. Donc, ça demande, dans tous les cas, un investissement un peu plus lourd, du coup, de manière unitaire, on va dire, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit générique et couvre. Il faut prendre en compte les besoins hétérogènes de chaque salon, les mettre autour d'une table et dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur sur ce module-là que vous demandez. Il faut pas tomber dans le piège de je veux un rond vert et moi je veux un carré bleu. Est-ce que c'est ça qui est important ou pas? Bien sûr, il faut laisser la personnalisation. Ça, c'est important pour que le produit soit accepté en interne. À l'imagination et aux chartes graphiques très personnelles de chaque événement. Mais il faut vraiment penser à un socle solide. Sinon, après, vous vous exposez à des problèmes de bugs, nous on dit en interne un enfilage de perles, pour exemple. C'est que voilà, il y a un moment où il faut se concentrer sur ce qui est vraiment important, ce qui apporte de la valeur sur le socle de la plateforme. J'insiste bien sur le socle, parce qu'après, effectivement, il faut répondre aux besoins des utilisateurs, mais par des services plus spécialisés et plus indépendants. Encore du teasing. Mais effectivement, donc cette factorisation-là apporte un développement donc qui sera au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Évidemment, il faut bien le penser. Donc un investissement un peu plus fort sur l'instant, par contre, qui ne se répétera pas 60 fois. Et donc, en ce sens-là, ça permet une fois que le développement est réalisé, fonctionnalité partagée et adoptée par les utilisateurs, on peut passer plus rapidement, de fait, et à un coût moindre, à une nouvelle fonctionnalité, et donc se concentrer plus sur la fabrication de nouveautés plutôt que de la réintégration de fonctionnalités N fois sur N plateformes hétérogènes qui amènerait la complexité. Un autre point de mécanique, mais qui est l'économie d'échelle. On est certes sur des environnements qui sont très solides et fortement sizés, mais on se retrouve quand même avec une économie d'échelle en termes d'hébergement. Tout à fait. L'hébergement global de la plateforme est quand même importante, parce qu'on a comme 60 sites au trafic, mais donc nous en interne on a des clés de répartition sur les coûts, ça après chacun fait comme il veut, mais globalement un petit salon chez nous va payer son hébergement 200 ou 300 euros à l'année, refacturation, je dis bien. Quand je dis hébergement, c'est tous les services qui vont avec, c'est la plateforme, le CMS, la maintenance, etc. Voilà. Donc c'est vraiment des coûts très très réduits sur ce haut niveau de disponibilité et tous les services qu'on peut y apporter. Ensuite, un des critères extrêmement importants, ça a été de garantir l'adoption de la plateforme. Et donc, en ce sens-là, ça évite des craintes internes en disant mais si on mutualise tout, tous les salons, tous les sites vont se ressembler. Eh ben non. Et voilà, vous allez voir, il y a quelques écrans après qui vont le démontrer. Effectivement, nous avons travaillé donc sur la logique de composants réutilisables, tel qu'on l'a précisé avant. Mais ces blocs sont totalement paramétrables dans le back-office. Et ainsi, chaque salon peut composer avec les blocs qu'ils le souhaitent leurs différentes pages directement, ainsi que la partie habillage et style, donc en CSS, où on peut rajouter une surcouche à une base qui est déjà posée et qui permet une personnalisation extrêmement avancée de l'ensemble des fonctionnalités. Et on se retrouve avec des sites
totalement différent. On a vraiment une grosse librairie de modules qui ont été développés en grande partie par Calliope et quelques modules d'origine de la plateforme CMS. Notre objectif premier, un petit peu dévié, mais qui va se recentrer dans l'avenir, c'est effectivement de proposer un template en marque blanche qui après sera surchargé par une feuille de style. C'est un tout petit peu technique, une feuille de style, mais bon, je pense que tout le monde connaît. Ce mot passe. Voilà, ce mot passe. On va essayer dans un futur proche, de proposer peut-être plusieurs templates, parce qu'au début, on était un peu intégriste en disant, OK, il y en a un pour tout le monde et on va le surcharger. On va assouplir un petit peu cette méthode dans l'avenir avec l'aide de Calliope sur proposer plusieurs templates à destination B2B, B2C, one-to-one, etc. Ça sera plus adapté. Cette gestion de blocs avancés a été un gros challenge pour Calliope parce qu'on leur a demandé des choses très compliquées pour faciliter et avoir un time to market très important. Un exemple tout simple, on a plusieurs modules. On a un module navigation de base, on pose une nav. Et sur cette navigation, on peut y apporter un système d'héritage. Et ça, c'était la pièce angulaire de notre production de site rapide, c'est que on peut tout de suite dire est-ce que ce bloc il va être présent sur toutes les pages ou pas. C'est un système d'héritage. Autre exemple qui va vous parler, c'est un fil d'Ariane. Sur certains sites, il y a encore des fils d'Ariane. Moi, dans mon service, on pose le fil d'Ariane sur la page d'accueil et on me dit tu vas l'hériter partout, sauf sur la page d'accueil. Et donc, en fait, mon travail se situe juste à poser un module pour que ce soit disponible sur toutes les pages, sauf celles où j'en veux pas. Ce qui veut dire qu'on peut produire des sites très rapidement avec la librairie de modules qui est à disposition. C'est une souplesse importante parce que donc le module en question, on peut le mettre où on veut. C'est fluide, hein, c'est un design fluide, on le met où on veut ça permet de contenter tout le monde en termes de design et de répondre à l'ensemble des sites hétérogènes que nous avons chez Amexosion. En toute autonomie. En toute autonomie, parfaite autonomie. Chez nous, on fait pas la partie créa. C'était une volonté groupe, hein, donc on préfère faire appel à des agences diverses et variées pour laisser vraiment libre cours à l'imagination des DIRCOM et autres. Donc nous, on fait pas la surcharge CSS en interne, mais il y a un process qui est fait, hein, et c'est une bonne vingtaine de prestataires qui travaillent sur la partie CSS à découvrement très réduit parce que c'est juste de la surcharge de modules existants. Il n'y a pas de développement à faire, il n'y a rien. De HTML, un petit peu de CSS et de JavaScript. Et aujourd'hui, le déploiement d'un site, l'aspect technique se fait en… Alors, c'est pas l'aspect technique le plus long, hein, en général, c'est plutôt l'évaluation interne, les prises de décision, etc. Mais en montage pur, on peut sortir un site allez, on va prendre un petit peu large, en 2 jours, sans problème. Maintenant, après, effectivement, avec les validations internes que tout le monde connaît, les petits conflits d'intérêts, la rédaction de l'éditorial, les choses comme ça, on est plutôt sur un mois, sans trop se presser. On sort une trentaine de nouveaux sites par an avec une équipe de 4 personnes et à 25% environ sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est presque un site par semaine, grosso modo. Donc c'est plutôt bonne production. Oui, c'est effectivement la plateforme permet justement de garantir cette autonomie. Il n'y a pas de sollicitation sur les aspects techniques systématiquement, justement pour pouvoir déployer un nouveau site. Et sans impact sur la production. Oui, c'est important. Effectivement. Sans coupure des autres services, tout est réellement pensé pour garantir l'autonomie des équipes et pouvoir avancer. Je fais une aparté très rapide sur la méthode de réflexion autour des nouveaux composants. Nous, dans notre approche, on l'a fait récemment sur la brique catalogue et on va le généraliser sur les autres réflexions de composants, donc de nouvelles fonctionnalités. Nous allons utiliser la méthode de sprint design de manière à ce que l'on soit toujours avoir en tête quels sont réellement les besoins et qu'est-ce qui apporte réellement de la valeur, et ainsi permettre d'enrichir les composants du socle et ainsi que les services qui gravitent autour.
Alors, on va pas faire un quiz, mais là, ce sont quatre sites qui sont donc qui partagent le même socle. Comme vous pouvez le voir, ils ne se ressemblent pas trop. Il y en a qui sont un peu plus jaunes et d'autres un peu plus bleus. Oui, je suis très créatif. Donc, on retrouve la Foire de Paris, le CIAL, le SIA, donc le Salon de l'Agriculture, et All for Pack. Et donc, on retrouve des composants qui sont communs, évidemment le menu et la recherche, entre autres. Par contre, la façon dont ils sont configurés ainsi que leur style d'habillage et la position, on voit qu'il y a une très grande diversité qui est offerte par la plateforme. Et donc, malgré un tronc commun très fort, on a de l'autonomie autour de la construction de chacun des sites. Complètement. On peut voir la différence entre le ciel et en haut à droite, en haut à gauche toujours, pardon. Le ciel a un border menu, par exemple, qui est une déclinaison du menu de navigation. Voilà. Si un jour il y a un nouveau système de navigation qui sort et que tout le monde en veut, on fera nous évoluer sur la plateforme ce système de navigation et tout le monde en bénéficiera à la demande. Poursuivant une aparté également sur le design system, John l'a beaucoup évoqué. Une des contraintes, c'est garder du sens autour de la plateforme multisite et autour des composants. La logique d'approche en design system, c'est que l'on va pas réfléchir en termes de pages, mais en termes de composants qui constituent ces pages-là, de manière à constituer un catalogue qui peut être réemployé et réexploité par l'ensemble des sites présents sur la plateforme, alors à des degrés de personnalisation et d'habillage, comme on a pu le citer, mais c'est un des nerfs de la guerre parce que le sens que conserve ce catalogue est super important pour ne pas se retrouver avec une diversité folle de variantes qui amènerait de l'incompréhension autour du back-office et qui engendrerait des coûts de maintien aussi en conditions opérationnelles élevées. Donc, systématiquement, on réfléchit et on conserve cette logique de composants et un composant pouvant être réemployé à différents endroits des différents sites. Tout à fait. On a un gros catalogue de modules. On appelle plus ça des modules chez nous que des composants, mais qui sont tous personnalisés et paramétrables de manière assez fine quand même pour répondre à l'ensemble des besoins du style vous voulez afficher cette donnée ou pas, c'est une case à cocher tout simplement, avec un design en termes de graphique qui est en marque blanche, mais qui est parfaitement surchargeable pour s'adapter à l'événement. Alors, pour ceux au téléphone, on va faire une description rapide. Il y a un très beau schéma à l'écran. Oui, très beau schéma. Ouais. Ça représente en fait tout simplement pour recentrer sur ce qui a de la valeur sur une plateforme multisite. Notre objectif au sein de CoinXSum était de se concentrer sur fournir un socle très solide et que ce soit complètement transparent pour l'utilisateur de ce qui se passe derrière. Quand vous utilisez votre voiture, vous la démarrez, vous allez d'un point A à un point B, vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne votre voiture. C'est ce qu'on voulait faire aussi en interne, c'est que l'ensemble des 60 événements n'est pas soucié de tous les problèmes d'architecture, d'outils de publication, de plans de tagage. Les plans de tagage sont faits automatiquement aussi, il n'y a pas à s'occuper. Tout est remonté dans les stats avec des bouts tableaux, tout ça. Tout est fait automatiquement. Les optimisations SEO, ils sont dans l'ensemble de la plateforme complète. Quand le SEO évolue beaucoup, ce qui est vrai aujourd'hui, ce sera faux demain. Donc, nous, on s'adapte automatiquement aux dictats de Google. Ils sont à côté en plus. Je sais pas s'ils ne nous écoutent pas. Et tout ce qui est aussi évolution de sécurité, bien sûr, correction de bugs, évolution du catalogue de composants. S'il y a un nouveau composant, donc module, qui est nécessaire, voilà, qui est dans l'air du temps, qui a un besoin pour un salon, on le met à disposition de la plateforme pour que, en interne, les équipes de communication et marketing se concentrent sur ce qui a de la valeur, c'est-à-dire le contenu, la personnalisation graphique. Effectivement, il faut qu'on ait une vraie identité, ça c'est important, la plateforme vous permet d'avoir cette vraie identité, mais se concentrer sur le contenu qui est le nerf de la guerre, qu'est-ce qu'on propose comme produit à nos visiteurs et nos exposants. Donc, en interne, les gens ont peut-être même pas du tout conscience de tout ce qui se passe derrière. Ça, c'est peut-être aussi un petit défaut de communication de ma part. Mais bon, après, voilà, moi, ils s'en occupent pas et ça fonctionne très très bien. Ils se concentrent sur le contenu. L'analogie de la voiture est effectivement très bon et représente bien le fait que on utilise un outil qui est clé en main et sur lequel qui fournit suffisamment de fonctionnalités pour pouvoir garantir et clairement, pas que l'aspect technique, j'insiste aussi sur les plans de tagage, les optimisations SEO, etc. C'est que vraiment, quand on sort un site, tout est tagué, tout remonte sur Internet, Google Analytics, nos outils de reporting, etc. Tout est câblé tout de suite.
Je fais attention au timing. On est bon. Voilà, avançons. Donc, du coup, nous avons un socle et une plateforme multisite qui délivre une grande quantité de fonctionnalités déjà de base au travers des différents composants. Cependant, il faut rester pragmatique. Euh, alors, j'étais à deux doigts de faire une slide avec un diagramme de décision, mais ne Mais t'as nous pas réussi à emballons le pas. faire? Non, non, je ne me suis pas emballé. Je ne me suis pas emballé. L'idée, c'est simplement que dès lors qu'une nouvelle fonctionnalité se présente, j'entends fonctionnalité majeure, il est bon de se poser la question, à savoir à qui elle s'adresse. À savoir que si elle s'adresse pour un salon spécifique, euh, un développement qui sera sur mesure et purement pour ce salon-là pourra être largement suffisant. Et dans ce cas-là, il pourra être encapsulé et embarqué sur le socle multisite. Deuxième cas, cette fonctionnalité est attendue par l'ensemble des sites qui sont présents sur la plateforme. Et donc, dans ce cas-là, il faut avoir une réflexion plus globale. C'est un peu plus long, du coup. Ça demande un peu plus D'accord. effectivement, de réflexion mais ça pose une deuxième question, c'est aujourd'hui on est dans des écosystèmes digitaux qui sont hétérogènes. Cette deuxième question, c'est est-ce que d'autres services que mon socle multisite ont besoin de consommer ce service-là. En ce sens-là, on privilégiera dans ce cas en fait des solutions qui sont développées sur mesure, mais mises à disposition sur l'étagère, de manière à ce que les services distants puissent les consommer. Mais je fais le teasing sur ta slide. Du coup, c'est toi qui fais le teasing, c'est tout. Ouais. Donc, le socle existant a de nombreuses années maintenant et on se dirige de plus en plus vers une logique de service. C'est la tendance actuelle, mais c'est quand même quelque chose qui est très très souple. C'est que quand on a un nouveau service, enfin un nouveau service, hein, je m'avance un peu, mais un nouveau besoin, voilà, on va le penser en termes de service, comme une brique totalement indépendante et réutilisable par Conexposium, mais aussi par d'autres prestataires. On y reviendra juste après. Toujours, presque toujours, avec une logique d'API pour séparer la version front un peu de ce qui se passe dans le back et puis faire évoluer très facilement la question du X. Et aussi rendre autonome les équipes sur ce module, ce service, avec un fonctionnement qui est souvent sous forme de widget. Un peu comme YouTube, hein, les équipes internes veulent mettre quelque chose, ils ont 3-4 paramétrages, ils prennent le code, même pas ils prennent le code, bref, ils activent la fonctionnalité, ça fonctionne très bien, et ça fonctionne indépendamment de la plateforme actuelle, du socle, qui date maintenant et sur lequel on veut moins toucher, on va dire, moins investir de temps, et plutôt se concentrer sur une logique de service. Tout est pris en compte hein, sur ces services, hein, ne serait-ce que on en a parlé plus tôt, le SEO, parce que voilà, qui dit service, aussi SEO, c'est une donnée très importante. Et justement, un exemple concret. Et oui, un exemple concret. C'est présenté le besoin d'avoir un système d'authentification. Les sites web, ok, c'est bien, mais c'est surtout qu'en fait, on a une myriade de prestataires en fait autour de nos événements. Connexion ne fait pas tout. On a des sites web, on a la partie e-commerce, etc. Mais on a aussi, ne serait-ce que les parcs, d'e-Paris. Je pense que quelques personnes doivent connaître d'e-Paris, par exemple, ou d'autres en France et dans le monde, d'autres prestataires qui font des awards, des choses comme ça. Bref. Donc, c'est présenté le besoin d'avoir un système clé en main d'authentification. Et donc là, comme tout le monde, hein, on a fait un appel d'offres. On s'est dit, qu'est-ce qu'on a comme système de SSO, hein, Single Sign-On, c'est-à-dire que, en deux mots, vous êtes connecté à une plateforme, vous allez sur une plateforme A, vous êtes connecté à une plateforme A, vous allez sur une plateforme B, vous êtes tout de suite reconnu et connecté. Et en fait, il s'en est ressorti que c'est Calliope qui a proposé la meilleure implémentation de ce système-là. Avec, à l'époque, c'est un nouveau service que vous proposiez, hein, c'est Cuzzle, je crois, c'était ça. Oui, effectivement, c'est. Peut-être nous en dire quelques mots. Oui, alors c'est une solution qui est assez technique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une solution qui permet d'accélérer les développements. Dans le cas de ce projet-là, on a pu bénéficier de certaines briques natives de Cuzzle sur l'authentification notamment, pour pouvoir rapidement mettre en place une solution qui est sur mesure et qui permet de répondre aux besoins de Comexposium. Et c'est sur ce socle-là d'ailleurs que
aujourd'hui se consolide la réflexion autour de le déploiement de futurs services. Tout à fait. C'est vraiment un service temps réel qui fonctionne très très bien à haute disponibilité, qui nous permet de sortir des services très rapidement. Le système d'authentification était sorti en quelques mois sur l'ensemble de nos plateformes de manière totalement fonctionnelle. On est sur un volume assez impressionnant. Je crois que maintenant on a plus de 1,5 million de comptes sur notre plateforme Puzzle qui gérait parfaitement avec les pics de charge et tout sans aucun problème. Et sur de l'AWS. Effectivement, et toujours des enjeux de disponibilité. Slide 24, du coup, rapidement, l'idée, c'est de voir le socle, la plateforme multisite, comme effectivement les fondations. C'est donc là où on a déjà une plateforme qui est mature, qui offre des outils et des composants paramétrables, tunables, si je puis dire, voilà, à souhait. L'idée, c'est de venir enrichir l'expérience des utilisateurs en complétant avec des services qui, dès lors qu'ils doivent s'inscrire dans un écosystème un peu plus hétérogène et complexe, viennent parfaitement s'intégrer sur cette plateforme multisite, mais sont pensés de manière un peu plus générique. On garde la même philosophie, en fait, que celle que l'on a posée sur le socle multisite, de manière à ce que ce soit facilement récupérable par des partenaires qui viendraient consommer les différents services. Donc là, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est Comexposium Connect. Sur la partie gauche, en orange, voilà, désolé pour ceux au téléphone, qui permet donc de mieux connaître les visiteurs, notamment. Bon, un des mots-clés derrière, c'est quand même la data aussi, sur ça. Et d'autres briques sont en cours de développement et de réflexion, notamment autour de la stratégie d'ambassadeur, ainsi que le catalogue salon. Peut-être en deux mots, juste apporter un peu ma vision des choses, c'est que on est passé d'une logique multisite avec un socle commun entièrement géré par Comexposium à proposer des services communs et mutualisés, mais à notre plateforme ainsi qu'à d'autres prestataires. C'est une logique un petit peu différente, c'est que en fait on devient un peu fournisseur de services métiers à notre public interne, mais aussi à d'autres prestataires. Donc, les stratégies d'ambassadeurs en font partie. Hein. Sur certains de nos événements, on est par exemple sur des formats de rencontres d'affaires où l'humain est vraiment au centre de nos événements et du coup, on a besoin d'avoir cette donnée directement branchée à notre système d'information. Mais cette donnée, elle peut être traitée par d'autres prestataires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes sur vos événements, je pense que d'ici la fin de l'année, vous verrez comment ça fonctionne. Et bien sûr, le catalogue salon, qui est pour l'instant encore sur notre système un peu historique et hérité, et qui demande en toute transparence beaucoup d'optimisation, ce qu'on est en train de faire sur Puzzle et de la WS. John. Et du coup, je vais te laisser les mots de la fin de cette présentation. Oui, alors, voilà, la bonne slide. Ouais. Donc, réponse aux enjeux de la performance. Quand on se lance dans une plateforme multi-site, usine à site, où effectivement l'enjeu c'est souvent en premier réduction des coûts. Il faut pas oublier l'économie d'échelle en termes de mutualisation, mais surtout se concentrer sur ce qui est de la valeur sur chaque module. Il faut qu'on fasse un socle commun, mais qui réponde à 80% des besoins. Il ne faut pas faire 100% des besoins. Si vous essayez de répondre à 100% des besoins, vous allez vous transformer en usine à gaz. Exactement. Et pas en usine à site. Et donc là, oui, les enjeux, c'est la gouvernance et le pilotage de tous ces besoins. Donc, il faut qu'il y ait des décisionnaires, il faut prendre les besoins de tout le monde et les challenger un petit peu, et se concentrer sur les 80% qui ont le plus d'importance. Et là, tout de suite, on a une vraie économie d'échelle, un time to market qui est très réduit et une évolution de la plateforme qui est possible et solide. Parallèlement à ça, effectivement, quand donc on a le socle commun, on peut très facilement optimiser la performance pour l'ensemble du dispositif. On a un suivi régulier de toutes les performances de tous les sites web avec du monitoring complet sur des outils tiers qui sont monitorés par Calliope et par Comexposium, qui nous permettent aussi de gérer un backlog direct en disant bah tiens là on voit que il y a des petits ralentissements sur ce truc-là. Ok, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose? Amélioration continue de la plateforme et qui bénéficie à l'ensemble des 60 sites internet. Et bien sûr, il y a aussi l'amélioration de l'UX, c'est que l'UX, les sites internet d'il y a 5 ans ne sont plus ceux d'aujourd'hui, et donc on refait des sites internet entièrement. Donc, tous les 2-3 ans, on fait un cycle complet, mais on améliore aussi ponctuellement des modules.
quand on a un module, je sais pas, un slider tout simplement, qu'on a besoin de faire fonctionner sur des nouveaux devices mobiles ou autres, qui sont peut-être un peu plus grands, des choses comme ça, qui n'ont peut-être pas été prévues ou l'adaptation ne fonctionne pas bien. Et ben on fait une évolution, on corrige le fonctionnel et l'UX et on le déploie sur toute la plateforme. Et donc c'est totalement transparent pour les utilisateurs, c'est que ils bénéficient toujours des dernières avancées en termes d'UX ou correction de bugs tout simplement. Quelques points de vigilance tout de même. J'ai un petit peu teasé tout à l'heure, c'est la customisation. Effectivement, il faut bien doser le niveau de personnalisation. Il faut en avoir pour l'acceptation de la plateforme, l'adoption, merci Nicolas, de la plateforme en interne. Il faut qu'on puisse laisser libre cours à l'imagination et surtout à l'identité du salon, du site web, pour généraliser un petit peu. Mais il faut pas tomber dans l'excès et il faut vraiment trouver une base commune et solide. Donc ça fait partie de la méthodologie. Donc quand on rentre dans cette problématique-là, il faut bien identifier les décisionnaires ou même le décisionnaire, c'est encore plus simple. Prendre en considération les besoins de tout le monde et les problématiques, mais bien dire, ok, à la fin, c'est moi qui décide. Peut-être pas toujours moi, mais c'est quelqu'un qui décide. Sinon, c'est dans la méthodologie. Nicolas, ouais. Je pense que tu le vis plus que moi avec tes différents clients, mais c'est très, très important. Et donc, maîtrise des coûts, c'est que si vous faites un socle commun et qui répond à 80% des besoins, vous avez une vraie maîtrise des coûts qui est à la clé. Pas partir sur des variantes pour chacun des modules, effectivement, parce que sinon, ça multiplie. Il faut en faire un petit peu, mais il faut il faut justement le nécessaire et le suffisant, de manière à avoir quelque chose qui tienne dans le temps. Au-delà de la fabrication, il y a vraiment la notion de run et de maintenance par la suite, où on va rester sur des coûts justement maîtrisés sur ce volet-là. Et pour conclure, le futur. C'est 2 conclusions du coup là, non? Oui, c'est une super conclusion. Ok. Donc vous avez bien compris, en fait, on a toujours un socle technique très très solide, mais il faut qu'on s'adapte le plus rapidement possible maintenant aux nouveaux enjeux, aux nouveaux besoins. Et du coup, on se dirige plus vers une logique de service, comme vous l'avez vu sur les slides précédents, avec des choses très adaptées aux besoins. Peut-être pas autant mutualisées que ce qu'on avait avant, mais avec des temps de dev très réduits du fait d'utilisation de Cuzzle, par exemple, qui nous permet de sortir des choses plus rapidement sans penser à un socle qui est déjà préétabli sur Cuzzle, et vraiment orienté service et disponible non pas que pour notre plateforme historique, mais aussi pour d'autres prestataires. Et donc, bien sûr, on a les services, c'est important parce que ce qui fait notre différence, c'est fournir des services et des solutions à nos clients pour qu'ils viennent sur nos événements. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut vraiment le plus d'interactions possible entre les exposants et les visiteurs. Et ça, on y travaille âprement. Eh bien, voilà, ça, c'était la conclusion. Oui, et okay. C'est la dernière slide. Du coup, vous pouvez retrouver nos contacts côté Calliope, voilà, pour échanger, notamment notre consultant expert sur les solutions multisites, Ludovic Lacasse. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Et donc, nous allons passer maintenant aux questions. Une petite organisation logistique. Alors, on découvre les questions en live. Lors de la partie questions, revenir sur l'adaptation du système de cache et de la mise en œuvre opérationnelle, quitte à être un peu technique. On avait dit technique. Bon, on va essayer de pas être trop technique, mais 10 minutes alors. On va essayer d'être un peu plus court pour répondre à l'autre question également. On a différents niveaux de cache, comme John pouvait l'expliquer. On a un niveau qui est très proche de l'architecture, qui permet de servir de premier bouclier, en fait, qui est Varnish, qui a été tuné du coup pour pouvoir répondre aux enjeux de performance et aux sollicitations. Puis on parlait d'intelligence dans le fait de répondre, de servir les pages les plus consultées. C'est notamment tout le travail qu'il y a eu autour de cette techno-là. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est lui plus sur une logique de CDN.
aussi, qui permet de mettre en cache certaines Cloudflare, parties. hein. Voilà, c'est Cloudflare, qui sert de notre bouclier, qui lui a une vocation un peu différente, c'est aussi d'amener de la proximité face au cache qui est servi. C'est-à-dire que un CDN, son rôle, c'est de pouvoir servir le cache au plus proche de l'utilisateur. D'internaute, tout à fait. Toutes ces logiques de cache ont été difficiles à mettre en œuvre, mais parfaitement gérées par Calliope, parce que quand vous modifiez quelque chose qui est sur toutes les pages, tout simplement par exemple un footer, une navigation, il y a toute la logique d'expiration du cache qui est pas sous-estimée, parce que gérer le cache c'est bien, mais gérer l'expiration du cache c'est ça qui est difficile. Et c'est là où il faut être vigilant, c'est qu'est-ce que ça peut vite être en cascade. Et on peut vite exploser le cache de tout un site, on change juste un micro-truc. Et l'enjeu étant la performance. C'est ça. Donc, ce serait des sites sans bouclier, donc effectivement, il faut être très précis, il faut faire des frappes chirurgicales, pardonnez-moi le vocabulaire, pour justement purger uniquement les zones de cache qui sont nécessaires et suffisantes pour ne pas exposer l'ensemble de l'architecture à un fort trafic, et notamment sur les périodes quand ça passe au journal de 20 heures, là. C'est ça. Et pour finir cette partie-là, du coup, on a dû limiter certaines actions des utilisateurs du type communication et éditorial pour justement ne pas expirer le cache à tout va. Donc, il y a des petites logiques de gestion de droit, des choses comme ça. Voilà, où nous, quand on fait quelque chose, on sait les impacts et on peut les anticiper. Voilà. Une question sur la slide 22 qui présentait du coup les services pensés comme des briques indépendantes. La question c'est qu'on peut remettre la slide sur le truc. Oui, la slide 22. Hop. Non. Ouais, slide 22. C'est mieux. Voilà. Alors, comment en fait chacun des services, la question c'est comment sont pensés les services et est-ce que on doit tout refaire sur chacun des sites à chaque fois. Donc en fait non. L'idée c'est que ce service il soit réellement pensé comme le socle qui est commun, où on est sur des niveaux après qui sont uniquement du paramétrage pour chacun des sites différents. On a un tronc commun qui délivre un niveau de service suffisant. Et après, on est sur le contenu, à proprement parler du flux. Par exemple, si on prend l'exemple de ComExplosion Connect, voilà, c'est peut-être le plus parlant. Le système d'authentification, sur tous les sites, il est déployé. Enfin, presque tous les sites. Je pense que c'est tous les sites. Voilà, tous les sites. Celui-ci, il a été posé, il a été inclus. La pop-in qui s'ouvre et qui permet l'authentification, moyennant peut-être quelques styles différents, mais je ne crois même pas. Non, et la même sur l'ensemble des dispositifs. Les textes sont différents, mais la pop-in. Voilà, on est sur du paramétrage de wording, du coup. Par contre, le service distant, c'est le même pour tous. Et il y a une configuration à faire côté service distant, donc dans ComExplosion Connect pour chacun des salons, pour donner les règles de gestion. Et donc, c'est le même service qui est déployé et un service auquel on donne une documentation. C'est-à-dire que lorsqu'il doit être intégré par des partenaires, je pense notamment au pré-enregistrement. Voilà, je rentre un peu plus dans ton métier de jeune, mais corrige-moi si je me plante. Mais voilà, sur toute la partie pré-enregistrement, ce sont des partenaires qui exploitent ce service-là, qui ont leur propre compte et en fait, ils consomment le même service. Pas leur propre service. Oui, pardon. Je parlais en termes de technique, effectivement. Mais on est toujours sur la même plateforme, le même service qui est mis à disposition, du coup, des partenaires et un des partenaires, quelque part, c'est le seul. Il y a deux questions. C'est mutualisé, c'est-à-dire que quand il y a des évolutions, cette évolution-là, elle est répercutée automatiquement sur l'ensemble de l'écosystème, qu'elle soit chez ComExplosion ou chez nos prestataires, pour reprendre la partie authentification. Quand il y a une évolution, changement de graphique ou une correction de bug tout simplement, une fois qu'on a fait la mise en production, l'ensemble de l'écosystème est à jour. Et ça fonctionne donc pour les services, les tout nouveaux services fonctionnant sur Puzzle ou autres, mais ça fonctionne aussi sur les autres systèmes. Simplement, par exemple, pour prendre l'exemple de la navigation, si je mets à jour la navigation, moyennant les expirations de cache qui ne sont pas faites de manière trop violente, la navigation va être mise à jour automatiquement sur l'ensemble de la plateforme. Pour ça, on a aussi une pré-production chez Calliope qui nous permet de tester les choses si jamais il y a un gros impact graphique pour voir si, vu que les sites sont quand même spécifiques au point de vue graphique, on peut avoir quelques effets de bord, comme on dit, au point de vue CSS. Donc du coup, il y a la partie pré-production qui nous permet de vérifier que tout fonctionne bien si jamais on modifie
de manière importante un module. Mais une fois que c'est décidé, on met en prod tout l'ensemble bénéficier de l'évolution ou de la correction du bug. Ça permet de rebondir sur un point, c'est effectivement la qualité. Vu que l'on est sur une plateforme multisite, toute la logique, on a toute une chaîne de suivi de la qualité qui permet de s'assurer de la non-régression. Parce qu'effectivement, dès que un bug apparaît quelque part, il apparaît partout, potentiellement. Et oui. Et là, donc, voilà. Et donc, du coup, vu le niveau d'exigence qui était porté à la fois notamment sur la performance, mais il était aussi question de qualité, puisque il faut que les composants, ils restent consistants dans le temps et tous à un même niveau de qualité. Donc, on a tout un chaînage. Tu évoquais la pré-production, c'est pour ça que j'y ai pensé. Tout un chaînage de tests automatiques, des tests techniques, mais des tests fonctionnels aussi, qui permettent de valider tests unitaires, tests fonctionnels et tests automatiques sur différents navigateurs avec des logiciels connus. On va essayer de pas trop parler technique, mais du coup, nous même en interne, on a la petite météo des tests et on sait tout de suite si tout va fonctionner bien avant la vraie mise en prod. Un des critères d'adoption de la plateforme, c'est la qualité, la stabilité des services qui sont proposés. Et donc, la qualité des développements en fait partie. Donc, tout ça est suivi et couvert et du coup maîtrisé avec toute la chaîne de qualité. D'autres questions? On a fait le tour. Non, c'est bon? Ok. On est dans les temps. On est plutôt bon. Je trouve ça plutôt pas mal. Écoutez, merci à tous. Vous êtes si nombreux d'ailleurs, j'ai perdu le compte au bout d'un moment. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu ou qui sont dans le chat, on essaiera d'y répondre peut-être. D'autres questions? Non, ça arrive. C'était le suspense. Non, mais effectivement, n'hésitez pas à rentrer en contact également avec Ludovic Lacasse. Du coup, je vais remettre la dernière slide. Donc les slides vous seront partagés pour ceux qui sont au téléphone. Voilà, n'hésitez pas à le contacter aussi. Il aura un regard justement sur l'aspect multisite et également sur l'aspect performance. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Merci à tous et merci John pour ton témoignage et ta participation qui était très cool. Merci beaucoup. Merci. Et bon appétit à tous et bon week-end. Bon appétit. Au revoir.